Salut à tous. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur State of Africa. Le podcast qui dit tout haut, Ce que les entrepreneurs pensent tout bas. tout bas, tout bas. Et dans le registre des choses qu'on pense tout bas, depuis 3 ans, Kaï a conçu un concept unique qui va vous présenter. Les 7 péchés capitaux. Ouh. 7 épisodes totalement spéciaux. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, le propre de l'entrepreneur, c'est d'innover. C'est ce qu'on a voulu faire pour ces 7 épisodes. L'idée, c'est que dans le podcast, on vous partage beaucoup nos expériences, mais là, on va aller plus loin en essayant de partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, mais également dans le cœur. Exact. Et on espère vraiment que ce qu'on va partager avec vous va vous permettre de connecter avec aussi des sensations que parfois vous n'arrivez pas à expliquer. On a vraiment hâte de lire vos commentaires et on espère surtout que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette série que nous, on a appris à tourner cela. À tourner et que vous vous abonnerez pour nous, même pas forcément pour nous remercier uniquement, mais si vous pensez que vous voulez en voir plus, que ce qu'on évoque sont des choses qui doivent être partagées, parce que la culture entrepreneuriale qu'on veut partager n'est pas que pour les entrepreneurs, elle est pour tous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez les moments et surtout commentez et dites-nous ce que vous voulez voir de plus comme thème, comme sujet. Entrepreneur State of Africa hors série spéciale été 2023. C'est parti. C'est parti. Colère. Gérer ses frustrations. La colère, état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Shalom. Salam. Salut. Salut à tous. Mais c'est quoi ça ? Monsieur, écoute, à un moment, je pense que c'est important qu'on montre la colère, les conséquences de la colère. Mais c'est pas des trucs des samouraïs. Les samouraïs, ils sont pas colériques, non ? Exactement. Et c'est peut-être le meilleur exemple, et je trouve une belle métaphore pour ce que tu es un entrepreneur. Genre, savoir projeter l'impression de colère. Enfin, je pense que la colère... fermeté. De fermeté. En fait, je pense que la colère est un véhicule. Le péché, le problème, c'est que c'est censé véhiculer, malheureusement, la violence, souvent. Alors que c'est deux choses différentes. Tu peux être quelqu'un de très colérique, pas être violent. Tu peux être violent sans être colérique. Mais admettons qu'on part sur ça. L'idée pour moi, quand on prend ça vraiment sur la colère, c'est l'autorité. En fait, qui est représentée par la capacité de violence. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu, il y a pas mal de documentations qui disent qu'un chef doit pouvoir montrer la capacité à, pas forcément être sanguinaire, mais à une époque c'était ça, mais montrer qu'il y a des conséquences aux actions. Et représenter les limites. Et l'autorité, c'est les limites. Donc, voilà, c'est pour ça Mais que... tu sais, sur ce péché capital-là, c'est vraiment bon, on va voir où la conversation va nous mener. Ouais. Mais où je pense le plus de mal, je sais pas pour toi, mais je sais pas, j'associe pas forcément entrepreneur et colère, mais on va voir où est-ce que ça va nous mener, parce que ça peut aussi être des frustrations ou des colères qu'on n'exprime pas. Exactement, je pense que c'est plus ça qu'on va parce aborder. Parce que, ouais. tu sais, ça me fait penser, on avait fait... toujours, mais c'était il y a 2 ans cette fois, toujours mon histoire de sans tabou là. Ah, tu sais, où les employés peuvent poser toutes les questions. Et un jour, j'ai eu une question qui était comment ça se fait que je suis toujours calme ? Sérieux ? Je t'assure. On t'a posé la question, comment ça se fait ? Et genre, c'était pas crédible ou c'était genre impressionnant ? Impressionnant. Et en gros, une personne a posé cette question et tout le monde a dit « Ah ouais, c'est intéressant. » Et en fait, mais c'était pas vis-à-vis de eux, c'était vis-à-vis genre des situations. Parce que parfois, ils viennent et ils disent « Punaise, le client a dit que ça, voilà. si on règle pas ça dans la demi-heure, on perd le contrat. » Tu vois. Et tu vois, et puis quand ils viennent me dire ça, en fait, ils sont étonnés que... Tu ne sois pas en colère ou émotionnellement... Ouais, tu vois. Intéressant. Mais ça, après, je pense que c'est qui tu es. Je pense pas que c'est qui tu es. Je pense que c'est des choses qui te mettent en colère. Je t'ai déjà vu en colère, donc c'est pas une question de... Tu es en colère. En colère, moi ? Non, je t'ai déjà vu être... En fait, je pense que
La colère est la forme extrême de oui, c'est l'irritation. l'extrême. Oui, bien donc, sûr. Donc, oui, irrité. Oui, bien sûr. Donc, en fait, quelqu'un qui est... Parce que les gens ont l'impression que, genre, si tu leur demandes, ils diront, mais Caïn n'est même jamais irrité. C'est pas vrai. Oui, non, ça, c'est pas vrai. Tu vois ça que je veux dire. Moi, j'ai déjà vu irrité et ça me surprend pas, tu vois. Genre, c'est pas... Mais la colère telle que les gens l'imaginent... Quoique, oui, en fait, parce que ça fait longtemps, je pense que c'était peut-être plus dans le sens que ne me voyaient pas paniquer sur des situations qui, pour eux, devraient... En fait, c'est même inquiétant pour eux. Le manque de réaction. Le manque de réaction émotionnelle. Tu vois, sur des situations de panique. Et en fait, moi, ce que je leur ai dit, c'est que vous venez, vous êtes déjà paniqué. Si j'ajoute de la panique, ça va rien résoudre. On crée encore un truc encore plus stressant, tu vois. Donc, c'est pas mon rôle d'être paniqué, en fait. C'est ça, exactement. Mais et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, bon, moi, j'ai pas eu tout ce cas-là. C'est intéressant que toi, tu l'aies, parce que toi, clairement, c'est le thème, le péché. Les gens vont dire, mais Caïn, il doit jamais être en colère. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, typiquement, il y a des gens qui me voient comme un robot, je sais pas pourquoi. Et il y en a d'autres qui me voient comme hyper émotif. Donc, j'ai jamais compris. Bon, je pense que c'est juste un milieu des deux. Mais il y a des gens qui me voient comme étant super froid. Aussi comme ça, comme tu disais. En fait, je vais pas être. Comme on a défini la colère, c'est vraiment un état d'agitement qui, évidemment, est contraire au contrôle. C'est limite. En fait, tu peux pas dire je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un qui est dans le contrôle. Et du coup, le gros sujet derrière, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux représenter une notion de stabilité, de contrôle, que ce soit pour tes employés, tes partenaires, etc., de stabilité, de contrôle, tu ne peux pas être colérique. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que ça me surprend, mais c'est un peu comme dans la luxure, on a parlé du fait que c'est quand même très souvent dépeint dans les médias comme entrepreneur et dans la fast life. C'est dans les médias que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont colériques. Mais au-delà des médias, on revient toujours à tout ce qui est séries, films. Exactement. Et tu vas voir que pour ajouter un peu de drama, tu vas avoir souvent l'entrepreneur qui pousse des gueulantes, qui crie, etc. Voilà. Après, tu as aussi quand même l'exemple incarné par Steve Jobs. Oui, alors, pour le coup, je crois que c'est l'un des plus simples pour trouver un entrepreneur. Tu vois, mais Steve Jobs a eu un très grand impact d'un point de vue pop culture dans les produits qu'il a servi au monde, mais également pour toute une génération d'entrepreneurs. Ils se sont dit, pour avoir tel impact, il faut que j'aille étudier la personne. Et donc, quand ils voient la personne et quand ils voient qu'il pose des gueulantes, etc., je pense qu'il y a des personnes qui se disent, voilà, pour bien tenir mon entreprise, il faut que de temps en temps, je pousse une gueulante. Oui, mais moi j'ai déjà mes demandes, j'ai déjà des employés qui me disent que là où ils étaient avant, le boss criait à tout moment. Après, je dis pas que c'est parce qu'il a lu Steve Jobs. On va pas mettre ça sur le dos de tonton Steve. Tu vois. Mais c'est intéressant parce que. Mais parfois, il y a des personnes qui pensent que qui sont persuadées que c'est la meilleure façon d'obtenir des choses. What? Alors. Plusieurs choses. Tu ne peux pas dire que tu sais pas ça. Moi, j'ai l'impression que sinon, pourquoi il se mettrait en colère? Pour moi, tous ceux qui le font, c'est parce qu'ils n'arrivent pas autrement. C'est de la frustration. Enfin, je n'ai jamais vu dans aucun livre, aucun conseil. Steve Jobs, prenons l'exemple. Sa biographie est là. Tu vois, je l'ai lu. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs, pour info, mais celle de Walter Isaacson, qui est celle qu'il a vraiment, lui, validée. En fait, c'est pas qu'il était en colère. Steve Jobs pleurait. En fait, les gens, je sais pas comment expliquer. Les gens dépeignent la colère comme étant une forme de menace. Tu vois, si tu vois, c'est quelqu'un qui te menace de violence parce qu'il est dans un état affectif, tu vois, qui crie avant de frapper, pour résumer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que Steve Jobs, qui est dépeint comme étant le gars colérique, était même pas du tout. C'était plus de la frustration. Il pleurait. Steve Jobs était connu parce qu'il pleurait beaucoup. Moi, ça me fait rire, par exemple, parce que les gens qui me disent, ouais, Moulay, t'es très froid, très calculateur, nanana. Je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé toi et moi, mais peut-être pas au cas, je l'ai peut-être pas dit. Mais quand j'étais petit, tous ceux qui me connaissent savent que je pleurais tout le temps. Dès que le moindre truc m'arrivait, je pleurais. J'étais content, je pleurais. Je pleurais. Donc c'était pas. Et du coup, moi, toute mon éducation, en tout cas, bon, après, c'est très homme. Je pense que c'est peut-être. Alors, une question homme et femme très différente sur ce sujet de la colère. Sur le péché de la colère, les hommes, la colère est vue comme une expression de masculinité parce que la virilité est associée à comme ça d'être violent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chez les femmes, c'est vu comme étant, Angry Black Woman et tout, c'est de la perte de contrôle.
Quand un mec se met en colère, on lui dira rarement t'as perdu le contrôle. Oui, il y a toujours les débats là-dessus. Non, mais c'est terrible. Et c'est pour ça que moi, je sais que c'était beaucoup, on me disait, mais les filles pleurent pas. Moi, quand j'ai grandi, c'était vraiment, on me dit, il y a que les filles qui pleurent, arrête de pleurer. C'est ça. Les mecs pleurent pas. Et moi, je trouve ça très bizarre parce que je voyais bien d'autres mecs pleurer. Et tu vois, des gens comme Steve Jobs sont typiquement des gens, c'est pas qu'ils étaient en colère de façon planifiée. C'est ça qui est intéressant. Et c'était même pas. Steve Jobs était rarement en colère, il criait sur les gens, mais parce que les gens disaient que c'était impossible ce qu'il va faire. Notoirement. Ouais, mais quand tu cries sur les gens. Non, mais je veux dire, c'est que c'est pas justifié. Ce que je veux dire, c'est que quand il le fait, c'est pas parce qu'il veut les menacer. C'est parce qu'il ne sait pas comment leur en faire entendre raison. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Mais après, regarde, quand tu es dans une interaction avec quelqu'un, vous êtes deux. Ouais. Donc il y a la manière, ok, il va dire, je criais sur eux, mais c'est pas pour les menacer, mais tu peux bien comprendre que la personne se sente menacée. Bah oui. Non, on est d'accord. Mais donc c'est fait, ça, mais tu vois, le truc de crier dans l'open space, etc. Après, tu vois, chacun a son, on va dire, son environnement. Par exemple, je reviens toujours à mes exemples dans le foot. Souvent, ils te disent, les joueurs, quand ils font plusieurs matchs où ils ne gagnent pas et qu'après ils reprennent à gagner, on leur demande mais comment vous avez fait pour remettre le truc. Ils se disent, bon, on s'est dit les choses. C'est-à-dire que il y a parfois, dans la culture de groupe, on va recommander une fois pour toutes, ok, dis les choses comme ça sort, c'est pas grave. Ouais. On est dans le vestiaire là, tout le monde dit ce qu'il ressent. Ah, mais toi, tu cours pas assez, à toi, si, à toi, etc. Un coup, quoi, tu vois. Et après, il faut avoir l'intelligence maintenant pour dire, on oublie la forme. Ouais, et dans ça, il y a quelque chose de voilà. Vrai. Et donc, tu as des personnes aussi qui te disent, on en parlait avec Sam, il disait que lui, quand il est sur un tournage, un gros tournage, il va être très directif, il peut péter un plomb sur quelqu'un, etc. Tu vois ce que nous, on ne voit pas au quotidien. Mais du coup, je lui disais, mais si c'est comme sur un événement, tu vois, ça doit être très speed, tu n'as pas le temps de dire s'il te plaît, tu vois, tu exprimes ton mécontentement d'une manière, mais donc tu peux aussi avoir cette, on va dire, safe space où tu préviens que quand il va y avoir un problème ou quand on va être dans tel type d'événement, etc., il peut arriver qu'on va s'exprimer de cette façon-là, mais c'est pour telle raison. Mais si c'est inexpliqué et que tu viens et que tu dis chez nous le mot impossible n'existe pas, machin, à la Steve Jobs, etc. Exact. Ouais. Donc les gens qui sont là, forcément, ils se sentent insecure et tout ce que tu veux. Donc en fait, c'est intéressant parce que maintenant que tu le dis comme ça, je suis en train de me demander est-ce que mes équipes diraient que je suis en colère. Ah, ça c'est une bonne question parce qu'en fait j'ai l'impression que je leur dirais pas de le mettre en commentaire, mais peut-être que vous pourrez en parler. Franchement, je leur demanderais, mais en fait maintenant que tu le dis, ce que tu décris pour moi n'est pas de la colère. En fait, élever la voix, en fait, alors c'est un peu ce que tu décris pour moi. Il y a la nécessité d'imposer une autorité et un rythme qui peut passer par sans être violent, qui peut passer par quelque chose de beaucoup plus directif, comme tu dis, oui, je suis d'accord. Et beaucoup moins conciliant. Le problème, c'est qu'effectivement, dans la société, dans la tête de beaucoup de gens, j'ai l'impression, quand tu ne tiens pas, quand tu es intense, voilà, l'intensité n'égale pas la violence. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être intense dans ta communication. Mais ça ne veut pas dire que tu es en colère. Ouais. Je peux être très intense, moi, par moment. Et typiquement, j'ai pas besoin. Je parle fort, déjà de manière générale. Hein, je pense que tous ceux qui écoutent, notamment, peuvent témoigner. Et nos amis ici aussi. Et nos amis ici aussi, je parle fort. Donc, l'intensité de mes émotions peut être traduite par le volume de ma voix. Mais ça ne veut pas dire que je suis en colère. Et au contraire, quand je suis en colère, je parle pas beaucoup plus fort. Je parle plus bas, probablement plus vite. Et des fois, je ne parle pas quand je suis en colère. En fait, en général, c'est ça que du coup, j'ai du mal à... Là, en fait, quand tu l'as présenté comme ça, maintenant, je me rends compte que, en fait, je parle, ça se trouve, les gens pensent que je suis en colère. Et là, c'est un tout autre débat. Parce que... Non, mais oui, mais je pense que dans ce débat sur la colère, il y a beaucoup... Il y a une grosse partie de la discussion qui est sur la perception, effectivement. Ouais, qui est très, très important. Parce que quand tu dis que tu ne parles pas, même le fait de ne pas parler
peut être perçu comme de la colère. Oui, et ça, par contre, je pense que mes équipes, en général, si je me souviens des fois où j'étais en colère, c'était plus comme ça en mode, non, là, c'est juste quelque chose de trop grave pour qu'on en discute vite fait comme ça. En général, quand je suis vraiment en colère, je dis juste, arrêtons là. On arrête les frais là, on corrige le problème et après on analysera comment c'est arrivé, comment ça n'arrive plus. Mais c'est très rare que je sois dans la réaction à chaud quand je suis à colère. Parce que dans tous les cas, quand je suis en colère de manière générale, c'est quand la frustration ou la chose est tellement dramatique, grave en tout cas pour moi, que l'émotion est trop intense. Donc je ne vais pas rentrer dans ce moment-là dans la décision. En fait, je ne pense pas avoir décidé en colère. Maintenant, ceux qui ne sont pas comme nous, je pense que là, c'est une autre question. J'ai l'impression qu'en fait, comme tu dis, c'est aussi très personnel. C'est les gens qui sont en colère en tant qu'entrepreneur le sont même en dehors d'entrepreneur. Je pense pas que ce soit un trait de caractère que tu peux avoir juste dans un rôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu l'es. Enfin, pour moi, faker la colère, c'est un peu dur. Tu vois, c'est compliqué. Tu peux élever la voix, tu peux être directif, tu peux être intense, mais ça n'a toujours pas la colère. Alors, je suis pas sûr parce que tu vois, on parlait l'autre jour on parlait, je sais plus dans quel péché capital, la différence entre rôle et identité. Oui. Tu peux être dans un métier qui nécessite que tu sois très directif et que ton rôle soit de recadrer les gens dès qu'ils ouais, parce que le timing et les rythmes ne permettent pas. Mais ça se trouve, au quotidien, c'est pas du tout... Je suis d'accord, mais les gens qui font ces métiers-là, ou ils ne sont pas du tout colériques, du coup, parce que c'est difficile de l'être, ou s'ils le sont dans leur vie, en dehors, tu vois, je veux dire, c'est qu'en fait... Mais ils peuvent être intenses dans leur métier, on va dire, et peut-être moins... moins dans leur... Mais je suis d'accord, ouais, la nuance, elle va être avec le mot intense. Je pense que l'intensité est importante pour le coup, parce qu'effectivement, c'est un bon juste milieu. T'as pas forcément... Je pense que même les gens qui se mettent en colère n'ont pas forcément l'envie d'être en colère. Je pense que c'est malgré eux, il y a quelque chose qui les met en colère. Ouais. Mais je pense que l'intensité est importante pour que l'interlocuteur comprenne que là, comme tu as dit, c'est grave, c'est important, il se passe quelque chose pour provoquer quelque chose en fait. Oui, non, c'est sûr. Alors ça, par contre, pour moi, ça va avec l'autorité. C'est ça, je pense, qui est important que les gens, si on veut faire le lien, c'est comment est-ce que tu transmets l'autorité. C'est l'intensité. En fait, c'est l'autorité bien de l'intensité. Si tu es quelqu'un qui est toujours léger, t'arrives pas à être autoritaire. Je pense qu'il y a potentiel à un épisode là-dessus. Entier? Sur l'autorité. Sérieux? Parce que en fait, quand on remarque, les gens nous demandent souvent ou sont très intéressés par les épisodes sur le management ou la relation avec les employés, ils n'écoutent pas, etc. Mais en fait, finalement, c'est comment est-ce que tu as établi ton autorité? C'est clair. Et tu vois, c'est comme les gens peuvent dire, tu peux avoir une autorité avec tes enfants sans les frapper. Enfin, c'est-à-dire que, si tu veux, il y a différentes façons de l'autorité et l'autorité, les gens, effectivement, la facilité pour aller vers l'autorité, c'est de faire peur. Et comment tu te fais respecter sans que les gens aient peur de toi? Tu vois, effectivement, là, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a tout un... Mais c'est ça, la peur, tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est le premier réflexe des gens. Certains, le management, c'est par la peur. Tu vois, moi, j'ai remarqué ça. Je pense qu'on est beaucoup à avoir remarqué ça. Quand on était à l'école, quand c'était des profs qui débutaient dans le métier de prof, tu sentais qu'il y avait cette volonté. Ils en faisaient trop. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils voulaient être... ils préféraient être craints, tu vois, que d'avoir trop de proximité. Ceux qui avaient la proximité sont ceux qui avaient plus d'expérience. Et qui savaient poser les limites. Ils savent poser les limites. Et je pense que la colère, c'est un autre point. Alors là, c'est pas du tout l'autorité, parce que du coup, effectivement, je pense que là, tu as raison. Sur comment investir son autorité, il y a un épisode. Donc, si vous le voulez, dites-nous en commentaire. Il y a un épisode. Là, j'avoue, je vois, il y a un épisode. Je le vois parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup, moi. Moulin ne voit jamais les épisodes au départ. Très maintenant, s'il en voit un... Là, je vois un truc. Là, je vois un truc. Très sérieusement, je vois un bail. Je vois le bail. Et donc, du coup, je vais pas trop élaborer dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets, effectivement, sur les limites. Et c'est... En fait, pour résumer, je pense que c'est ça le gros point. Et moi, c'est un de mes plus gros défauts. J'ai beaucoup de problèmes à placer des limites aux gens. En fait, c'est pour ça que je vois le travail et c'est lié à la légèreté. Comme je suis quelqu'un qui est très léger dans ma façon d'aborder les sujets, mais en même temps assez expressif. Donc, je peux te dire, je déteste quelque chose
Et après, le lendemain, je vais dire, en fait j'ai des convictions très fortes auxquelles je ne suis pas attaché du tout. Ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, ça donne l'impression que... oui, mais on en a parlé dans le live avec la communauté. Exactement. Épisode 28. Sur le side business. En fait, j'ai des convictions très fortes que je peux vraiment, comme ils disent en anglais, a very strong conviction, loosely held. Donc, je peux demain dire, en fait, finalement, non, je suis en d'avis, c'est pas approprié. Mais du coup, je conçois que l'autorité impose une stabilité. Donc tu dois faire attention parce que tu peux pas être comme ça tout le temps parce que les gens, sinon, ne savent plus sur quel pied danser. Et c'est quoi si on revient, on a utilisé le terme frustration. Ouais. Je sais pas, des exemples de frustration peut-être toi dans ton il y en a plein. Alors moi, dans mon cas, très honnêtement... Je veux dire celle qui vraiment... me mettent hors de moi. Ouais, voilà, au fond de toi, tu sais que si tu étais quelqu'un de colérique, ça... Ce qui m'énerve, c'est quand je vois un très gros delta entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. C'est ça qui me frustre beaucoup, moi, personnellement. C'est vraiment, alors je sais pas pour toi, hein, mais en général, quelle que soit la position, même en omettant le pouvoir, en omettant la relation de pouvoir dans la discussion, on reste sur quand tu me dis quelque chose, et ça peut être pareil même pour mes amis. Mes amis, en général, je suis en colère quand ils disent « Ah, mais moi, je suis quelqu'un comme ça » et ils se comportent de telle manière. Ça peut vraiment m'énerver. En fait, c'est vraiment le truc où l'incohérence entre les deux est ce qui peut vraiment moi, me frustrer. Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est que dans l'interstice des deux se situe toute, on va dire, toute la violence après que vous allez avoir l'un vers l'autre. En fait, toute la douleur que vous allez avoir l'un pour l'autre. Parce qu'en fait, un employé, par exemple, qui me dit moi, je veux progresser. Moi, je veux je veux plus. Tu lui dis, voilà, il y a ça à faire. Et qui, 3 mois après, dit ah mais j'avais dit que je voulais être augmenté. Je lui dis ok, on en est où sur ça ah j'ai pas eu le temps. Tu vois, moi je dis ok, ben c'est mort. Et la personne après mais franchement je trouve ça pas juste et du coup là ça peut m'énerver. Si tu me dis ça à ce moment, l'écart entre les deux est visible et que tu me dis à ce moment là je comprends pas, parce que des fois c'est je comprends pas, mais pourquoi en fait ce qui va m'énerver c'est tu aurais dû me dire ça il y a 3 mois que tu comprenais pas. Parce qu'à ce moment-là, je te l'ai dit, c'était ça les critères. Ouais. Pourquoi 3 mois après, c'est maintenant que tu me dis que tu comprends pas? Oui, c'est la cohérence. Voilà, ça, c'est ce qui peut, moi, me mettre dans des frustrations énormes. Et pour être honnête, même avec mes vendeurs, hein, j'adore. Mais en fait, c'est d'autant plus frustrant que ce que, dans ce cas-là, l'employé ne comprend pas, c'est que toi, t'aurais kiffé... pouvoir l'augmenter. Mais tu aurais kiffé qu'il puisse faire les 3 choses. Et ça m'arrange. Que tu as demandé, puisque ça t'arrange. Ça m'arrange. Et c'est ça que... Oui, effectivement, c'est vrai que c'est ce qui est gênant. C'est que des fois, les gens ont l'impression que c'est parce que tu es eux contre toi. Oui, mais ça c'est un truc de dingue. Ça, oui. Mais ça, en fait, je l'ai accepté. Je pense que, à part peut-être avec ton équipe senior, pour le reste, la culture d'entreprise, surtout en Afrique, fait que on est les employés, c'est le patron. Il y a forcément un match, en fait. Tu vois, une opposition. Il y a forcément une opposition. Je pense que... Enfin, ça va être bizarre ce que je dis, mais même cette opposition même leur plaît. Oui. Pourquoi? Parce que il faut avoir un coupable à blâmer. Ça te voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que même parfois, la solidarité d'un groupe vient du fait qu'il y a un ennemi commun. Oui, le patron. Que tu es un coupable. Mais bon, on utilise des termes forts. Je ne dis pas que les employés veulent du mal à leur patron. Mais j'ai été employé. Je sais comment ça se passe. Je sais que l'entreprise va investir des moyens pour mettre une cantine à disposition. Mais ils vont dire c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Tu vas déménager, on va dire c'est trop loin. En fait, c'est pour ça que parfois, bon, on dit même, ils me trouvent intense ces temps-ci parce que je leur dis... Ah, ils te trouvent intense, toi? Ouais, non, mais ces temps-ci parce que j'essaie d'insister sur élever le niveau de vos discussions. C'est-à-dire que... Ah, c'est vrai. Je dis même pas de quoi il faut parler, mais je dis élever le niveau de vos discussions. Ça veut dire que essayer d'identifier des personnes au sein de la structure qui peuvent vous permettre de vous élever, que ce soit d'un point de vue personnel ou de carrière, peu importe, quel que soit le sujet, même si c'est de parler d'un terrain, de quoi que ce soit. Et moi c'est ça qui me frustre, c'est quand on ne voit pas
l'opportunité, enfin les opportunités qu'on a au quotidien, parce qu'on est focalisé peut-être sur une frustration ou quelque chose qu'on n'a pas. Du coup, on ne profite pas de ce qu'on a. De ce qu'on a. Tu vois. Donc ce qui te frustre plus, c'est... Ouais. Alors, c'est pas le truc... c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux équipes. Ouais. Maintenant, ce qui va plus me frustrer vraiment dans mon secteur, c'est vraiment la subjectivité des clients. Puisqu'on est dans la communication, tu vois. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est... Mais en fait, surtout que nous, on travaille avec des grands groupes. Donc, qui dit grand groupe, très souvent, au service communication, ils ont plusieurs personnes. Qui n'ont pas les mêmes avis. Voilà. Tu vois. Je vois déjà la douleur de ça. Donc, je peux être diplomate, empathique, etc., anticiper plein de choses. Ouais. À un moment donné, quand tu arrives et que tu vois qu'en fait, mais même entre eux, ils sont pas d'accord, c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce qu'à la fin, quoi qu'il arrive, c'est toi. En fait, c'est plus facile de dire c'est l'agence, tu vois. Non, c'est sûr. C'est juste que c'est un peu comme s'il y avait un jugement, mais sans avoir une loi définie. Il n'y a pas de cadre clair qui définit. Exactement. C'est comme si tu faisais un concours ou un appel d'offres, mais il n'y a pas de critères d'évaluation. Et tu sais... Où les gens entre eux ne sont pas d'accord dessus. Oui, et je vois déjà les gens peut-être qui peuvent suivre, qui disent, mais du coup, il faut installer un cadre de suivi, de notation, etc. Mais tu serais étonné, Moulay, le nombre de fois que nous, on relance le client pour être noté. On leur demande, s'il vous plaît, notez-nous. Dites-nous, Notez-nous. C'est-à-dire ça sur 5, créativité, tout. Mais c'est pareil. Et on dit, notez-nous. Et pourtant, pas le temps, bon, quand on revient de mission, etc. Et tous, tu vois, à part peut-être un client qui, pour le coup... lui, il loupe pas ça, quoi. Non, mais lui, c'est l'inverse. C'est extrêmement détaillé. Mais c'est top. C'est bien. Parce que même quand tu as une mauvaise note, il y a même écrit voici ce qu'il faudrait, ce qu'on aimerait que vous fassiez pour passer à la note d'au-dessus. Tu vois, ça, c'est des super feedbacks. Donc, je suis toujours précieux, ça. content. Mais ça, c'est une vraie frustration parce que tu vois, du coup, pour les renouvellements de contrats, forcément, on regarde les analyses. Ils doivent aussi faire un report en interne. Mais là, du coup, on va demander on fait un report un peu rapide. Et c'est humain. Quand tu es en décembre, tu te souviens de ce qui s'est passé, on va dire, en octobre, novembre, décembre. Mais pas que l'équipe a fait du H24 en février. Tu vas pas mesurer les 6 mois, tu vas te souvenir du truc dans les 6 mois qui t'a énervé. Ouais, c'est ça. Et c'est très dur en tant qu'humain d'évaluer objectivement. Et ça je t'avoue que déjà, je sais que c'est dur pour l'équipe, mais ils le savent pas. Mais moi aussi, ça me... Ah, ça te pèse même toi? Ouais, ça me pèse beaucoup. Ça me pèse beaucoup parce que je me dis que à cause de ça, énormément de travail peut être négligé, peut être jeté par la fenêtre, tu vois. Ouais, putain, c'est intéressant. Mais du coup, comment tu gères? La question, c'est comment tu fais au final? Est-ce que tu en parles avec les clients? Est-ce que tu as des moments informels avec les clients où tu peux parler de ces choses-là? Oui, mais en fait, c'est des gens intelligents. C'est-à-dire que quand tu en parles individuellement, tout le monde comprend. Mais c'est quand ils sont en groupe que ça doit être compliqué. Oui. C'est ça, tu vois. Ouais, je vois très bien le problème. Et c'est pareil aussi pour les employés. Quand tu as une discussion en individuel, en employé, c'est différent de. Je pense que même les acteurs doivent être pareil. Je pense que la notion de groupe joue beaucoup. Mais oui, énormément. Regarde, je reprends encore un exemple dans le foot. Quand moi, tu me vois, je suis posé comme ça. Et quand je suis au stade, au Parc des Princes, tu hurles. Tu dis, tu insultes Valbuena, tu vois. Tu vois, le gars devient un autre gars. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Mais ça, c'est assez. C'est assez frustrant. Mais le fait que individuellement, tous ces gens-là qu'on rencontre partout, c'est des gens brillants qui comprennent en fait ça, mais en fait quand ils sont ensemble, tu vois, ça ne suit pas. C'est une frustration parce que j'ai pas trouvé, c'est
cette clé, parce que tu as une limite. Ouais, Tu ne peux pas changer. Ouais, le groupe, ouais. Tu peux pas changer leur façon de faire. D'interagir entre eux, ouais. Voilà, ouais, ça, tu peux pas. C'est comme quand on dit ah ouais, mais tel produit, c'est normal. Ils visent la mauvaise cible ou alors ils ont trop de produits, etc. Chaque fois, je dis aux équipes, écoutez ça. C'est pas votre sujet. Non, vous n'allez pas refaire le match que eux ont eu entre eux. C'est ça. Tu peux pas reprendre aussi des décisions à eux. Et c'est impossible de changer les interactions entre des gens. Tu peux changer une personne, sa position, mais tu peux pas changer comment il interagit avec ses collègues ou comment il décide entre eux. Exactement. C'est le fruit de peut-être des années d'expérience entre eux, de positionnement, de sujets, Non, c'est ça. Et il y a un timing. Ça se trouve, des fois, il y a des trucs qu'ils ont décidé à un moment parce que ça correspondait à ça. Et en fait, tu peux pas remettre en question derrière. Donc, non, très important. Franchement, En termes de frustration, ça va être ça. Ça va être forcément, nous, dans le B2B, sur les délais de paiement, parfois. Oh là là. Qui sont déjà ah oui, longs, j'avoue, moi, c'est le truc qui... Dieu merci. Oh, Seigneur, ça, c'est tellement dur. Tu dois être là. Putain, payez-nous. Mais payez-nous. Ouais, ça, c'est très dur. Tous les gens qui sont dans le service, c'est très dur. Mais je tiens à préciser que c'est pas un sujet africain. Oui, non, mais même en Europe, attention. C'est important parce que moi, j'ai fait des recherches très rapidement là-dessus. Ouais. Pour comprendre. Quand je suis arrivé dans le game des grands comptes, j'ai compris que c'est la guerre. Je crois que c'est quelqu'un, un expert en recouvrement, qui m'a dit ça, c'est le monde entier, en fait. Donc, en gros, en Asie, aux États-Unis, c'est un problème. Partout où moi j'ai été, quand j'auditais, l'une des premières choses que tu fais quand tu audites, c'est que tu revois les dettes fournisseurs et les créances clients. Parce que les créances clients, c'est toujours là où il y a... tu sais, les gens... La trésor, elle est là-bas. Elle est là-bas, en fait. Oui, en fait, clairement. C'est-à-dire que toujours, la boîte, ce qui fait la diff, souvent, même dans la capacité à, on va dire, développer des choses, innover. Enfin, les boîtes qui, en gros, sont souvent... Les boîtes que les gens imaginent comme étant... Enfin, perçoivent, en tout cas, voient comme étant les plus rapides à itérer, sont celles qui ont le plus vite leur cash. C'est ça. Je pense que c'est l'une des plus grosses prépensions, d'ailleurs, du succès. C'est très, très... En B2B... Autant je suis toujours en mode vive le B2B, c'est plus simple, nanana. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie tout le temps. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais après, chaque modèle a ses avantages et inconvénients. Clairement. Mais je t'avoue que sur ça, tu peux faire des nuits blanches, tu peux être vraiment, vraiment colérique parce qu'en plus... Mais après... Tu vas t'énerver contre qui, en fait. Parce qu'en plus, c'est pas les mêmes personnes des fois qui payent que ceux avec qui tu bosses, toi. Ah oui, non. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais il y a des gens qui savent pas, ceux qui nous écoutent. Des fois, c'est pas la personne à qui tu as rendu le service qui te paye. Oui, non. Bah non. Après, ce qui est plus frustrant, c'est que quand personne ne t'aide pas, tu vois, Internet, tout ça. Mais après, tu as d'autres, des clients qui, eux, ils sont vraiment dans le truc. Tant que vous n'avez pas reçu, faites rien. Tu vois, il y en a parfois qui te disent ça parce qu'ils se disent que ça leur permet de mettre la pression en interne, etc. Donc ça c'est dur, il faut le canaliser. Mais encore une fois, mon assistante comptable est déjà la responsable et tous mes responsables financiers sont déjà très en colère, énervés par rapport à ça. Tout le temps, j'imagine. Moi, je vais pas... Toi, rajouter. Moi, je cherche les solutions. Tu vois, là, il y a une grosse réflexion aussi sur les typologies de services et produits et pourquoi pas trouver dans notre typologie de produits, justement, un produit qui, lui... Facilite la collecte. Facilite la collecte, c'est-à-dire que ce serait un produit qui serait plus abordable, mais qui demanderait 100%. Dès le début. Et qui nous permettrait à la fois d'innover, mais à la fois de développer une trésorerie, tu vois, tout simplement. Ça, c'est le rêve. Ouais. Si tu peux, mais non, mais le BFR, pour ceux qui veulent faire des recherches, le besoin de fonds de roulement. Ça aussi qui mérite un épisode. Mais les gens de l'éducation financière, hein, pour le coup, j'ai entendu beaucoup de gens le demander et c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'assoie parce que je suis pas forcément le meilleur dedans, mais étant auditeur, j'ai quand même plus de notions. Mais toi, tu as quand même vraiment beaucoup appris là-dessus par rapport à moi. Donc voilà, donc en termes de colère... Il y a de quoi dire. Enfin, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je sais pas si toi, tu avais d'autres questions que les gens ont posées dans notre Telegram et d'autres sujets qui je vais regarder. Regarde, parce que c'est quand même Mais en intéressant. attendant, je voudrais dire, il y a toujours vraiment la question qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, parce que si tu peux pas faire,
ne va pas te taper réagir la dessus. tête contre le mur. Hein. Je pense que pour gérer ses frustrations, c'est comme tout. Hein. Enfin, là, on rentre un peu dans de la philosophie en disant on a tes frustrations, c'est le bonheur. Ouais. dans le groupe Telegram auquel vous pouvez vous abonner. Toujours, il y a le petit lien, c'est le moment, n'hésitez pas. J'ai lu quelque part qu'il y avait une corrélation positive entre niveau de responsabilité et trait de psychopathe. Ouf. Alors, faut-il être plus autoritaire quand on devient manager? Ça, on va en parler dans l'épisode d'autorité apparemment. Alors sur la psychopathie, juste pour répondre rapidement, c'est juste que les psychopathes ont moins d'émotions à gérer. C'est ça l'histoire. Donc les études qui ont été évoquées, c'est pas, les gens n'auront pas tort. C'est juste que plus tu as des traits psychopathes ou autistes, hein, pour info, j'ai aussi vu moi, c'est beaucoup parce que j'ai regardé un peu comment ça se passe pour l'autisme, c'est qu'en fait c'est des gens qui ont moins de sujets en fait, en termes de, il y a moins d'émotions à gérer et elles sont moins intenses. Encore une fois, la colère fait beaucoup appel à la question d'intensité de ta colère. Enfin, de tes émotions de manière générale. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que, encore une fois, comme j'ai dit pour Steve Jobs, beaucoup de fois, les gens perçoivent ce qu'est de la colère, c'est juste des fois de la frustration. Donc, il y a une autre émotion qui n'a rien à voir avec la colère, qui est plus. Mais à ce moment-là, je me répète, tu vois, si tu es, on va dire, bienveillant, tu dois peut-être expliquer, même si c'est a posteriori. Ouais, a posteriori. Qu'est-ce que c'était ce coup de gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Peut-être que tu vas revenir en disant oui, j'étais en colère. Oui. Ou alors tu vas dire c'était pas la colère, mais c'est grave. Vous sachez que oui, c'est grave. ça que moi en général je préfère couper. Moi ma politique et c'est peut-être de ce que les gens qui me connaissent disent, ça ressemble. Enfin c'est plus facile pour moi parce que peut-être qu'il y a ce petit truc d'autisme où en fait pour moi c'est plus simple d'arrêter quand une émotion arrive l'interaction que de la laisser sortir. Ouais. En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin que ça sorte. Non, mais je dis ouais parce que je relate totalement. Oui, c'est plus simple pour moi de juste dire, on arrête là. Mais parce que je faisais, mais je pensais pas que tu faisais ça en fait. Si, non, moi c'est très fréquent que... Tu appuies sur pause. Stop, je dis genre on arrête là, on en reparle. Parce que bon, c'est vrai que dans les relations de couple, c'est un peu plus violent encore, pour ne pas rentrer dedans, mais on fera l'épisode couple là-dessus. Mais c'est... Décidément. Bah oui, l'épisode. Voilà, c'est l'épisode tant attendu. Mettez dans les commentaires si vous voulez quelles questions vous aurez là-dessus, sur la gestion de la colère dans le couple, parce que bon, je me dis que je passe à autre chose ou tu as... Vas-y, quelle question? Non, c'est ça. Bon, faut-il être plus autoritaire? Beaucoup de managers à succès ont une réputation de tyran. Non, mais ça, c'est... Alors ça me fait rire. La réputation de tyran, c'est qui l'a fait? L'employé, enfin les équipes quoi. Moi j'ai souvent demandé à deux entrepreneurs ce qu'ils pensent de ces gars-là. Et vous verrez, vous serez très surpris. Oui, mais les entrepreneurs ne travaillent pas avec eux. Mais en fait, être un tyran, tu sais, un tyran, il n'y a pas besoin d'être dans le pays pour savoir que c'est un tyran. Hein. En fait, le mot qu'ils emploient, tyran, c'est pour moi vraiment... Encore une fois, c'est un peu comme quand on a parlé de avare. C'est en fait, tu emploies des mots qui reflètent ce que toi tu penses. Tu penses qu'on te doit une liberté de démocratie, donc tu traites quelqu'un de tyran. Micro. Ouais, tu penses que tu es en démocratie, donc tu traites quelqu'un de tyran. C'est ça le point. En fait, pour moi, à partir du moment où tu acceptes que tu n'es pas en démocratie, dans une entreprise, c'est pas des démocraties. En fait, je sais pas à quel moment il faut que quelqu'un fasse un livre là-dessus. Non, mais attention, quand il parle tyran, il dit pas que il donne des règles. Il dit que tu cries sur les gens. Tu vois, c'est de ça dont on parle. Mais d'ailleurs, ça me fait penser dans l'épisode avec Fabrice Arino, il disait que qu'il est le type de manager à demander à tout le monde de venir dans une salle pour applaudir quelqu'un. Oui. C'est-à-dire qu'il fait ça régulièrement, mais que du coup, de la même manière, si tu as déconné, c'est public. On va aussi t'appeler. Ah, ça, c'est dire, ma paroisse. C'est publiquement. Mes équipes, d'ailleurs, ils savent que moi, je ne fais rien en privé. C'est-à-dire que tu as ton one-on-one qui est privé, mais tout ce que j'ai comme interaction avec les gens doit être public parce que je considère que je ne peux pas être quelqu'un qui fait des efforts conscients pour saluer publiquement et que tous doivent... Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, mais chez nous, il y a tu dois remplir ton user manuel de toi-même. Quand tu commences chez Africa, on te fait remplir le mode d'emploi de ta personne. Et le truc le plus fréquent, et j'ai regardé, j'en parlais avec notre HR, c'est que le point constant de tout le monde, alors la plupart des gens, c'est tous disent « je n'aime pas qu'on me manque de respect ». D'une manière ou d'une autre. Et quand tu creuses, parce que souvent les gens le mettent une phrase, je leur dis explique ce que ça veut dire, quel est le contexte, c'est il ne veut pas que ce soit public. En fait, les gens considèrent tout ce qui est public comme étant, ça amplifie tellement l'intensité du coup dont on parlait, du feedback, que en fait les gens ils considèrent ça devient du manque de respect. Pour eux, ça dépasse tout de suite, quel que soit comment, hein, même si t'as pas élevé la voix, t'as été super gentil, t'as dit ce que tu voulais, si tu l'as fait publiquement, c'est un manque de respect.
Parce que pour eux, le respect implique que ce soit privé. Pour énormément de gens. Et c'est Mais intéressant. Comment ils l'acceptent, ça? Enfin, est-ce que tu as expliqué que ce sera comme ça? Mais moi, c'est dans mon user manuel. Ce que je dis. Enfin, chacun a un mode d'emploi. Moi, mon mode d'emploi, et il mentionne ça. C'est que je n'aime pas le one-to-one. Même mes équipes, ça, par exemple, je n'aime pas que mes équipes discutent dans des groupes WhatsApp séparés. Parce que de l'info se perd là-bas. Ils prennent les décisions entre eux là-bas où personne n'est au courant. Quand tu dis tes équipes, tu parles de toute la société? La société, j'évite. Je leur dis toujours, faites tout en public. Ou alors, faites tout dans des espaces où il y a plus qu'une à un. Genre, par exemple, 2 personnes peuvent décider quelque chose. Des fois, entre eux, ils font des réunions. Moi, je suis contre les décisions à 2. Tu peux faire une réunion à 2 parce qu'il y a du travail, il faut collaborer. Mais la décision se fait en espace public. D'accord, mais... Parce que nous, on est en remote. Il faut que je m'explique. Oui, bien sûr. Donc, du coup, si tu fais pas ça, les gens peuvent tu vas avoir des vraies sous-cultures qui se développent dans la boîte. Mais si tu es, par exemple, les équipes tech, par exemple, ils font leurs réunions. Mais il faut que Luc soit là. Il ne faut pas que ce soit juste eux deux. Pas que deux devs s'assoient et décident. Ah, je dis un à un. Je suis très contre la communication one-one. Parce que surtout en remote, c'est très dangereux. Parce que si 2 devs s'assoient et disent ah, bon, on va faire ça comme ça, c'est ce qu'on a compris que l'équipe marketing veut. Donc ils se mettent d'accord entre eux. Mais Luc n'est pas là. Notre CTO, pour ceux qui ne savent pas qui est Luc. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont bosser pendant 2 semaines et sortir au bout de 2 semaines en disant on a fait ça. Et on va se rendre compte que c'est la réunion qu'ils ont fait tous les deux où ils ont dit on a fait une réunion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens considèrent dès que j'ai parlé avec quelqu'un d'autre, ça valide mon raisonnement. Alors que non, chez nous, il y a vraiment une notion de il faut que ce soit le plus souvent possible en public. Typiquement parce que des fois, les gens du marketing vont se dire c'est une super idée de faire ça. Et les gens du service client vont te dire mais vous êtes des grands malades. Enfin, ne faites pas ça. Et transparence et entrepreneuriat. Il n'y a pas un thème là? Toi, tu cherches thème. Là, je sais pas, ça vient comme ça. Là, ça t'a inspiré. Là, ça m'a inspiré. C'est un bon point parce qu'effectivement, on a parlé après dans la Parce que tout part de là en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, les règles de communication. Mais c'est la culture, vraiment. Tout part de là. Tout part de là. Parce que même les frustrations viennent de ça. C'est pareil, les frustrations sur les salaires. Moi, je voulais que les salaires soient publics. On m'a dit, ça crée des histoires. Moi, j'ai dit, bon, au moins, on met les salaires publics par équipe. Tu vois, donc mais parce que toutes les frustrations et la colère des gens viennent souvent. Parce que la colère, c'est surtout ça, comme tu dis, les gens deviennent frustrés quand ils ont investi du temps ou de l'énergie et qu'au final, ça va pas. Et que c'est mal accueilli. Ça, mais quand tu du coup tu dis à une personne, par exemple une personne a fait un mauvais truc et donc tu vas le dire publiquement, ok? Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que tu dis je profite de ce call pour non. Nous en général tout se passe sur Basecamp, c'est pas forcément en Zoom. C'est à l'écrit. C'est à l'écrit. Donc tu vas dire à noter que ou bien tu vas juste écrire à la personne sachant que les autres peuvent voir. Nous, justement, c'est pour ça qu'on essaie de structurer la communication. Il n'y a pas de chat chez nous. C'est pas Slack. C'est pas genre ils discutent sur tous les sujets. Tu es toujours dans un contexte. C'est-à-dire tu as toujours une discussion sur un sujet, dans ce qu'on appelle un post. Donc les gens commentent sur le post. Oui, ok. Donc du coup, si quelqu'un a fait un truc qui va pas, par exemple sur, je sais pas, un report où il s'est gouré complètement sur la data, je vais aller sur le report qui correspond, taguer la personne en disant sur ce truc-là, ça fait 3 fois que je te le répète, arrête de faire ça parce que les conséquences, c'est ça. Je ne veux plus que dans tes reports, ça apparaisse. Ok. Et du coup, toute la boîte peut lire le post. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils là vont tous où d'autres auraient fait ici, il y a une erreur, je t'appelle. Voilà. Ou je fais un WhatsApp à côté. Je t'appelle pour t'expliquer. Voilà. D'autres auraient même pas écrit dans le post. Auraient juste, des fois, les managers qui arrivent chez nous auraient réflexe de se dire je vais l'appeler pour lui dire ça va pas. Pour pas écrire en public que ça va pas. Et moi, il y a des gens qui ont beaucoup de mal chez nous, même des managers, à faire ça. Je leur dis non, vous aidez pas les autres. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. Et quel est le retour des équipes par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont mal à l'aise? C'est très dur au début, quand ils commencent. Mais une fois qu'ils ont pris l'habitude, ils apprécient. Parce qu'ils se rendent compte que, pas parce que quelque chose est dit en public, que tout le monde va réagir dessus. En fait, ils pensent que tous les trucs qui sont dit en public, en fait, une fois que tu as vu que ça arrive à plus de personnes que toi, tu le prends moins personnellement. Mais en fait, ils ont besoin de voir d'autres personnes. En fait, ils pensent que quand c'est public, c'est signifie le début de la fin. Je sais pas comment t'expliquer. Donc quand ils voient que ça arrive à des gens, par exemple quand ils voient que ça arrive même à Ilan, mon premier employé, que des fois il se prend des tirs alors que le gars est manager de marketing, il est associé, il a plein de trucs, quand même lui se prend un tir publiquement, ou que je mets un tir à mes associés, ou que mes associés me mettent un tir à moi, en fait ça les soulage. Donc plus ça arrive fréquemment, moins c'est pénible.
Et je pense que du coup, il y a moins de c'est à moi qu'on fait ça. C'est plus, ah oui, tu vois ce qu'on veut, c'est que à moi qu'on fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'épisode entier, comme tu dis, sur la transparence, je pense, c'est l'autorité. Je savais pas que la colère allait nous amener autant d'idées de sujets. J'ai un autre truc de colère. C'est quoi? Récemment, en fait, c'est sur les appels d'offres. Ouais. Parfois, tu peux ressentir. Alors, je suis vraiment le dernier pour te dire que tel appel d'offres, c'était pipé ou je ne sais quoi. Et tout. Ils ont dès le début mis quelqu'un. Franchement, moi, j'ai jamais été dans ça. Même quand j'étais employé, quand je faisais les entretiens, je me disais jamais qu'il y a une autre raison, une injustice ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, il y a quelques semaines, quelques mois, on est parti pour pitcher. Okay. Il y a deux situations. Déjà, en début d'année, on a fait un appel d'offres et ils n'ont pas fait la phase de pitch et ils ont directement attribué. Oh. Et puis après, là, il y a un autre truc où j'ai été et la personne, la décisionnaire, elle a reçu un appel à peu près au début du pitch et après n'est plus revenue. Ok. Tu vois, pendant le pitch, tu vois. Et après, ils prennent une décision, tu vois, où on n'a pas été pris. Ok. Donc là, ça m'a vraiment énervé. Bah, surtout, tu as passé du temps, toi, sur l'appel d'offres. Ouais, ça m'a vraiment énervé. Oh, indépendamment de la qualité ou pas de notre truc, c'est pas le sujet. Mais ça m'a énervé. D'ailleurs, je voulais lui écrire. Mais ce qui s'est passé, donc, pour la petite histoire, c'est que le siège de cette société-là, qui est basé à Paris, a lancé un autre appel d'offres global, PANAF. Là, je peux te dire que... Tu es venu lourd sur la compète, là, on est venu. Chargé. Vous avez vaincu. Mais oui, c'est ça qui est bon. J'attends que l'autre là soit informé. Mais que les gens n'ont... Who's the boss in town? Exactly, ma mère. Donc voilà, donc c'était pour finir sur une touche, voilà, que parfois l'énervement peut aboutir à... Mais ça peut être un fuel. Ça peut être un fuel. Tu vois, mais ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui te diront... genre cette personne-là. Comme dans l'orgueil. Comme dans l'orgueil. Il y a des gens qui ont besoin d'être... comme dans les... Je sais pas si dans les... Bon, moi, je vais citer que Dragon Ball Z. Ouais. Mais bien quand Sangwan est énervé... C'est que la colère qui devient Super Saiyan. Exactement. Bon, donc j'ai ma petite culture. Bon, je suis pas otaku et compagnie, mais oui, voilà. Dites-leur à tous, là. C'est important. Bon, le mot de la fin. Bon, là... Intensité, ouais. Pour mettre un peu de nuance. C'est important. Voilà. Je pense que c'est l'intensité. Pas de colère, mais de l'intensité. Voilà. Et après, on pourrait expliquer, canaliser, parce que je pense que c'est normal d'être frustré. Et c'est ça qu'on a dit. Oui. La frustration fait partie de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs l'un des chemins de carrière les plus frustrants qui existent. Clairement. Parce que tu es en permanence exposé de tous les côtés à, les intérêts divergents des gens. Et ton métier, c'est de ramener les intérêts divergents. Donc c'est extrêmement pénible et forcément beaucoup de frustration. Mais si tu canalises cette intensité, je pense que tu peux, comme on l'a dit là, comme tu viens de nous donner une belle conclusion, là j'aime ça, j'aime. Faire une remontada. Une remontada, là, très forte. Et vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Yes. Et écoutez, merci de nous avoir écoutés. Commentaires, on attend. Ouais, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, avec la cloche s'il vous plaît, parce que ça aide énormément. Yes. Et c'est gratuit. Et dites-nous ce que vous pensez sur cette série aussi. Je pense c'est vrai qu'on n'a pas demandé, donc dites-nous si vous avez d'autres vidéos des péchés capitaux. Est-ce que vous avez envie de regarder d'autres vidéos? Est-ce que vous avez pensé? C'est hors série. C'est hors série, exactement. Donc merci encore. Merci, à bientôt. Ciao.